Donc, bienvenue à cet après-midi de workshop. Pour ceux qui se seraient trompés, on est au workshop Smart PLM. Donc, il est encore temps de sortir ou de rentrer. Cet après-midi, on va faire le lien avec ce qui a été initié ce matin, c'est-à-dire on va parler de continuité digitale, on va parler de Smart PLM, mais concrètement, il y aura très peu de présentations, il y a quelques slides, mais c'est uniquement pour les scénarios. Et on va être très concret dans notre présentation pour évoquer avec vous, encore une fois concrètement, un ensemble de briques. On va parler de l'engineering, on va parler de la partie industrialisation, enfin l'ensemble des briques du PLM, et de les évoquer au travers d'un scénario end-to-end pour passer en revue les différents acteurs du développement produit, les différents briques métiers. Donc pour cette présentation, on va être deux. Romain est le responsable chez Keonis du Competency Center, donc le manager des ressources 3D Experience. Bonjour à tous. Et dans une ancienne vie, et d'ailleurs toujours, il participe aussi à un certain nombre de sessions de présentation et de démonstration sur la 3D Experience. Et moi-même, vous m'avez déjà vu ce matin, je n'ai pas changé. Enfin, c'est un peu bouffi, mais c'est la chaleur. Et donc, moi, je suis architecte. Je participe aussi, j'ai croisé certains d'entre vous, à des avant-ventes ou sur des projets 3D Experience. Sur le sujet de cet après-midi, l'objectif va être de revenir sur le Smart PLM. J'en ai parlé, continuité numérique, flexibilité. Et comme on l'a évoqué ce matin, l'objectif de la plateforme collaborative va être de casser les silos. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer cet après-midi au travers des différentes présentations, les interactions entre les différents rôles, entre les différents process métiers qui permettent donc de casser les silos, de répartir les compétences, de favoriser la collaboration et de collaborer, innover sur le processus global avec la bonne démarche. C'est ce que j'ai voulu montrer ici. On en a parlé ce matin, la démarche de démarrer de façon structurée pour éviter de partir sur un projet tunnel, pour répondre à des objectifs de mise en production le plus tôt possible avec les bonnes briques métiers. Bon, ces 4 slides, alors ça va pas être pour vous endormir. Je crois qu'on les a vus ce matin, mais c'est la couverture Smart PLM. On a parlé de la brique du socle engineering, dans lequel on va parler d'exigences, de simulation. On va parler du bureau d'études, donc de XCAD, toute la partie CAO. Toute la partie, on parle de XCAD, mais ECAD, tout ce qui tourne autour de la conception et du développement du produit. La gestion de la product structure, la nomenclature. Dans un deuxième temps, la solution industrial engineering, donc le périmètre métier dans lequel on va retrouver tout ce qui est prototypage, process planning, documentation, planification de la qualité. La partie manufacturing qu'on va évoquer. Bon, bien sûr, toute la partie usinage, configuration d'usinage, traitement des commandes, achat et logistique, jusqu'à la partie SAV. Donc l'ensemble de ce process qu'on va essayer d'évoquer de façon concrète avec vous cet après-midi, qui correspond au Smart PLM. Et on va essayer vraiment de montrer dans ces différents scénarios où se trouvent les interactions et comment tous les acteurs du process de développement produit, au travers de la 3D Experience et de ce Smart PLM, interagissent et collaborent pour l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la collaboration et pour optimiser le développement du produit. D'accord ? Donc, comment ça va se dérouler ? On a une bonne heure sur base d'un scénario dans lequel on va passer en revue un certain nombre encore une fois, de ce que j'ai présenté juste avant de briques métiers. Et au bout d'une heure et demie, on aura une session de questions-réponses pour approfondir des sujets, si vous le jugez nécessaire, sur lesquels on aura été trop rapide ou sur lesquels vous avez des interrogations. D'accord ? J'espère que je ne vous ai pas déjà endormi. Non, on est juste après la digestion.
Alors moi, quand je fais une démonstration, j'essaie que ce ne soit pas à 14 heures. Bah là, on m'a imposé le créneau, donc je n'ai pas le choix. C'est beaucoup plus simple à 9 heures. Là, bon, le premier que je vois bailler, on élèvera la voix et puis on essaiera de mettre un peu de rythme dans la présentation. Je ne vais pas revenir dessus. Sur ce slide, Martin l'a évoqué ce matin, ça évoque les différents acteurs qui participent au process dans le Smart PLM. On va retrouver les principaux services. Dans notre story, donc, on va se positionner comme étant dans une société, donc vous voyez le nom, qui s'appelle Hoover. Cette société développe, fabrique, industrialise des scooters, donc des scooters électriques. Elle travaille, bon, elle est en Allemagne, ça c'est juste pour respect. Elle fabrique elle travaille avec des sous-traitants, donc 2 sous-traitants principaux. La société Braking System, qui elle va développer le disque de frein. Donc on va travailler avec cette société dans le cadre d'une modification. Et la deuxième société qui est une filiale pour toute la partie manufacturing qui s'appelle MAS et qui se situe aussi dans le nord de l'Allemagne, qui va s'occuper de toute la partie fabrication-usinage. D'accord ? Tous les acteurs, bon là je pense que je ne vais pas les développer, mais tous les acteurs dans le développement du produit ont des objectifs. Donc on va les passer en revue, que ce soit le SAV, la planification de la production, le design, jusqu'au client. Et l'objectif, enfin, l'histoire va se passer donc à Stuttgart, respect. Donc ce qui se passe, c'est que je revends, j'industrialise des scooters électriques. Je travaille avec des concessionnaires, des revendeurs. Je loue des scooters électriques. Et aussi bien en Allemagne qu'en France ou partout dans l'Europe, ce qui se passe, c'est que à Stuttgart, donc j'ai 4 concessionnaires, je crois, oui c'est ça, 4. Stuttgart, c'est 3 millions d'habitants. Vous savez que j'ai bossé. 3 millions d'habitants, mais surtout c'est vallonné, pour ceux qui connaissent. Donc on a un souci par rapport au scooter qui est remonté par un des concessionnaires, c'est qu'on a une usure prématurée du disque de frein, donc une surchauffe. La surchauffe provoque une usure prématurée sur l'ensemble global de disques de frein. Et on a 30% des scooters qui sont à l'arrêt et qui sont en maintenance. Donc on a une remontée d'un des concessionnaires qui se trouve en haut de la vallée et qui va nous ouvrir un ticket au SAV par rapport à l'usure de ces systèmes de frein. Donc ce qu'on va vous montrer, donc là c'est la vue globale. Dans cet après-midi, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, donc toute la partie en fonction des métiers, overview de la 3D expérience. On va commencer par la partie SAV qui va recevoir le ticket qui provient du concessionnaire. Donc on aura une toute petite partie, parce que le PLM ne s'arrête pas uniquement, la 3D expérience va discuter dans le système d'information. Donc la première partie va être purement, je reçois le ticket et je suis dans mon ERP, chez Hoover au niveau du SAV. L'outil du SAV va être le RP à ce niveau-là. Le RP va pouvoir définir, donc décrire la demande d'amélioration et va la pousser à l'engineering, et toute la partie métier va se situer dans la 3D expérience. C'est ce que vous allez voir tout au long du scénario. Toute une partie donc engineering industriel jusqu'au manufacturing au travers de la société MAS et avec un retour vers le RP pour fournir toutes les informations aux concessionnaires. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Finalement, on n'est pas nombreux, donc ça peut être interactif. Bon, c'est clair? Bon. Dans le détail, alors je ne vais pas tout détailler, on va y venir, on va prendre chaque brique. Donc il y a 14 scènes qui vont vous donner une bonne vue d'un scénario de modification, de demande d'évolution. Donc comme je disais, on va démarrer, initier le process au SAV, donc chez Hoover, qui va décrire donc la modification en retour d'expérience du concessionnaire. Le SAV va valider cette demande d'amélioration et va créer une demande d'amélioration officielle. Cette demande d'amélioration va transiter de l'ERP vers la 3D expérience à l'engineering. Donc on va d'abord demander à une personne de l'engineering, du prototypage, de valider que cette demande d'amélioration soit jouable.
et de là en déduire par le responsable du bureau d'études une demande officielle de modification de mon disque de frein. D'accord ? Donc c'est la partie change management. On va ensuite affecter les différents métiers sur cette demande de modification. Donc on va parcourir un ensemble de métiers. L'objectif va être de vous montrer chaque acteur, son environnement dans la 3D Experience et qu'est-ce que peut lui apporter la 3D Experience et comment il va interagir avec les autres métiers. Donc on va retrouver la notion de chef de projet, de suivi de projet, la notion de exchange management. Pourquoi ? Parce qu'on a rajouté, alors on n'était pas obligé, vous verrez que toute la partie maquette numérique va être réalisée dans CATIA 3D Experience. Mais volontairement, pour parler de la notion d'échange, on a intégré le sous-traitant Breaking System qui travaille, lui, avec CATIA V5. Donc on aura une partie de gestion d'échange avec mon sous-traitant. Le design qui nous permettra de montrer comment un designer CATIA V5 travaille dans la 3D Experience. Toute une partie métier qui est parallèle, c'est-à-dire le Hoover va en profiter pour changer son cahier des charges suite à des problèmes de qualité en production. Donc on va avoir une notion d'exigence, de système d'engineering, de product structure, de configuration sur cette partie-là. Et enfin, afin de valider le change, une revue, donc la design review, et une partie simulation. Enfin, on va essayer la partie simulation. On vous dira pourquoi. Oui, toute une partie de simulation. À la fin, donc, la modification est validée. Je vais pouvoir valider mon change management, avoir une nouvelle configuration de scooter. Et derrière cette nouvelle configuration de scooter, avec un nouveau système de frein, pouvoir la publier au travers de l'ERP à mes concessionnaires. D'accord ? Donc là, ça nous donne une bonne overview. Bon, on ne va pas prendre tous les métiers. Oui, si j'ai oublié la partie manufacturing qui est importante dans la Digital Continuity. Donc là, la partie manufacturing, on parle vraiment de tous les aspects MBOM, process planning, jusqu'à la work instruction, donc les fiches au poste, qui vont expliquer donc aux concessionnaires comment démonter et remonter le disque de frein. Et bien nous voilà au scénario. On va démarrer donc. Je suis au SAV. On avait prévu des casquettes, hein, mais on était un peu juste dans les... Et j'ai le ticket d'un concessionnaire demandant une modification, une amélioration de mon disque de frein. Donc au SAV, je suis bien chez Hoover et je travaille dans le RP. Ça ne veut pas dire que le SAV ne travaille jamais dans la 3D Experience, hein, c'est juste dans ce scénario. Donc je suis dans mon ERP. Voilà. Dans mon ERP, j'ai accès à la liste des configurations des scooters que j'ai en production applicable à Stuttgart ou à Hanovre. Ici, dans mon ERP, je vais pouvoir filtrer sur les scooters qui sont en maintenance. Le but étant de valider le retour du concessionnaire. Donc je vais filtrer sur les scooters en maintenance dans la ville de Stuttgart. Et sur les scooters, donc là j'ai les numéros de série ou les configurations qui sont partielles et opérationnelles, je vais pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations en tant que rôle SAV, notamment le problème qui m'est remonté de mon concessionnaire, donc un problème de vibration sur le système de frein qui provoque une usure du système de frein. Pour l'instant, je n'ai pas ciblé que c'était obligatoirement une surchauffe, mais au final, quand les clients conduisent dans la vallée de Stuttgart, il y a un gros problème de vibration. Donc, associé à ça, je vais avoir accès dans mon ERP à la demande d'amélioration. Donc, je vais avoir le nombre de scooters en question. Je vais avoir une analyse d'impact qui m'est reportée et que le SAV va pouvoir qualifier. Et je sais que la demande d'amélioration va être envoyée à l'engineering avec la série de scooters qui est impactée. Et puis, bien sûr, la qualification autour des différents produits. C'est tout. Oui, et puis ce qu'on voit à la fin, c'est la demande clairement exprimée par le concessionnaire.
Donc l'usure du frein, trop élevée, 30% des scooters sont touchés. Donc on a bien sûr un surcoût pour le concessionnaire qui a 30% de ces scooters qui sont à l'arrêt, dû à un flux de surchauffe pour lui. Donc ça c'est vérifié. Donc je vais devoir valider cette demande d'amélioration en essayant de trouver une version de mon frein qui soit plus aérée et qui disperse mieux la chaleur pour éviter les déformations. Voilà pour cette première partie. Alors, ça passe pas. Je suis toujours SAV, Hoover, et là, je vais créer, toujours dans mon RP, la demande d'amélioration. Pour l'instant, j'ai uniquement eu accès aux informations remontées de mon concessionnaire. Donc, toujours dans mon ERP, je vais créer une change request, créer la demande d'amélioration liée à la configuration en question de mon scooter. Je vais lui demander donc, je vais renseigner cette demande avec la description et elle va être envoyée à l'engineering. Et cette demande d'amélioration est créée et envoie un email au responsable de l'engineering chez Hoover. Ouais. Donc bonjour à tous, moi je suis maintenant responsable de l'engineering chez Hoover et je vais commencer par donner des accès à nos sous-traitants pour qu'ils puissent travailler très bien avec nous chez Hoover. Donc ce que je vais commencer par faire, donc j'ai dans cette petite vidéo, tu peux me lancer. Voilà, je suis chez Hoover, je suis responsable de l'engineering. Alors, je vais rester ici parce que je vais mettre des coupures dans la vidéo. Voilà, alors ce que je vais montrer dans un premier temps, c'est qu'à chaque fois qu'on se connecte dans la 3D expérience, finalement, on se connecte à travers un contexte. Alors là, vous pouvez voir que pour l'instant, je suis chez Hoover. Chez Hoover, j'ai multiples contextes possibles, donc j'ai MA, et je vois le contexte MAS qui correspond à mon sous-traitant. Maintenant, si je me connecte en tant que sous-traitant, vous allez voir, alors déjà, avant tout ça, pardon, on va aller voir des espaces de travail. Alors un espace de collaboration, c'est quoi? C'est un espace dans lequel on va pouvoir séparer les données. Elles peuvent être privées, publiques ou protégées. Et donc ces données vont être séparées et chacun va se connecter à travers ce contexte. Et du coup, je peux être par exemple, chez le sous-traitant, je ne verrai que mes données sous-traitantes et je ne pourrai pas voir les données de Hoover. Ou quand je suis chez Hoover, au contraire, je pourrais voir les données de Hoover, mais également les données de sous-traitants. Tout dépend des rôles et des accès qu'on donne à chacun des espaces de collaboration. Mais dans ces espaces de collaboration, on a une autre notion qui est une notion d'espace de travail. Cette notion d'espace de travail, c'est un petit peu comme sur Windows, ça permet finalement de gérer des accès de manière plus pointue, mais surtout de trier, de classer les données, de les ranger quelque part. Alors là, pour l'instant, j'étais dans le cas Hoover. Donc dans le cas Hoover, je suis dans mon espace de collaboration, je vois mes... Ah, pardon. Excusez-moi, c'est que je relançais la vidéo ici. Donc dans le cas de Hoover, je vois mes différents espaces de collaboration et dans chacun de ces espaces de collaboration, j'ai accès à un certain nombre de documents. Maintenant, je vais me reconnecter ensuite, me déconnecter et après me reconnecter. Donc là, je suis une personne responsable de l'engineering chez Hoover. Maintenant, je me mets à la place du sous-traitant. Vous voyez que je me connecte avec un autre nom d'utilisateur. Je vais avoir un autre contexte de sécurité avec un autre espace de collaboration. On voit ici que je suis bien dans celui de MAS et je n'ai en proposition que MAS. Si je vais dans mon espace de travail, je vois que j'ai bien mon seul et unique espace de travail et dedans, je vais retrouver les différents documents, éléments sur lesquels je vais travailler, à savoir par exemple une exigence, un produit physique et un contexte, PPR. Alors une fois... Pardon, je n'ai pas l'habitude de cette salle. Alors une fois qu'on a vu ces différents documents, on va pouvoir passer
la main à une personne du prototypage qui va pouvoir travailler sur un autre prototype de disque de frein et commencer à travailler sur justement un disque de frein qui répondrait aux attentes de Stuttgart. Là, faut que tu me la lances. Donc là, je suis service proto. Pourquoi tout de suite le service proto? C'est avant de créer officiellement la demande de modif, le responsable engineering, avant de créer le change request, va vouloir valider qu'on ait une solution qui peut répondre potentiellement à la problématique. On n'est pas encore sûr. On va la valider, on va passer au service proto, à l'équipe de la simulation. Bon, je suis expert en simulation, pas de problème. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que, on ne va pas le détailler, mais je vais analyser sur un disque de frein sur lequel j'ai fait un certain nombre de perçages pour évacuer la chaleur. On va évaluer, oh là, j'ai oublié, il faut que je regarde l'écran. On va analyser la déformation liée à cette chaleur et extraire de cette déformation une shape qu'on va appliquer sur le disque de frein. Donc c'est ce que je fais à ce moment-là. Et tout l'intérêt là aussi, c'est de pouvoir publier, même si je suis expert du prototypage, je vais pouvoir partager toute cette vue avec mes collègues, même si eux n'ont aucune connaissance dans ce domaine-là, mais vont pouvoir, dans la 3D expérience, avoir une vision de toute cette historique. Donc là, je vais appliquer la shape à l'assemblage disque de frein. C'est ce que j'ai fait. Donc on a une surépaisseur qui est due à la déformation parapluie de mon disque de frein. Donc là, je suis dans CATIA, Product Structure Design, CATIA 3D Experience. Et ensuite, l'objectif va être d'appliquer des conditions sur cette shape et de pouvoir analyser les interactions entre mon disque de frein et le support, enfin les plaquettes de frein. Donc là, je vais aller dans un rôle particulier qui est l'interférence check, qui va me permettre de calculer, d'avoir une vue très rapide des différentes interférences entre mon disque de frein et le système de frein. Donc toujours pareil, je vais vouloir enregistrer, renommer, le tout étant d'avoir toute une traçabilité sur du prototypage jusqu'à la réalisation finale, tout l'ensemble des données qui m'ont permis de qualifier la modification. C'est ça qui va me permettre de qualifier mon change request. Donc voilà, on va se dire qu'il faut absolument au minimum 3,5 mm pour qu'il n'y ait pas de surchauffe entre les plaquettes de frein et le disque. Donc je vais lancer le calcul d'interférence. Donc j'ai un certain nombre d'interférences et là manuellement je vais pouvoir les qualifier, les visualiser. Je suis spécialiste de ce genre dans ce domaine. Donc je vais avoir la main, je les regarde les unes après les autres. Donc une douzaine d'interférences. Je vais en arriver à ma fameuse interférence entre les plaquettes et le disque où j'ai 3,09. Donc là, ce n'est pas suffisant. On se rapproche de la solution. Donc le prototypage va pouvoir remonter au responsable du robot d'étude qu'après le perçage du disque de frein, on améliore la situation. Le disque de frein va quand même surchauffer avec les plaquettes. On n'est pas loin de la solution, mais qu'on va pouvoir donc l'optimiser par du design avec le sous-traitant. Et on va pouvoir lancer donc la change request officielle avec les résultats de ce prototypage. C'est ce qu'on voit là. Chaque fois, je vais pouvoir gérer un document offline qui est relativement simple, qui va permettre à tous les interlocuteurs, le chef de projet, d'avoir accès aux résultats de ce calcul sans connaître la méthode et le rôle et l'application concernée. Donc c'est ce que je fais là. Je dis que l'interférence avec le système que j'ai pu mettre en place n'est pas suffisante, elle est KO. Et je vais pouvoir la relier pour caractériser ma demande de modification. J'espère que pour l'instant c'est clair. Donc je sauvegarde. Et je vais sauvegarder dans le même temps l'effet parapluie issu de la déformation associé à mon disque de frein. Donc là, on est sur des rôles interférence check, etc., de simulation. Encore une fois, c'est des rôles... Alors, je ne suis pas spécialiste de la simulation. Si besoin, on peut vous mettre en lien avec la personne qui devait être là aujourd'hui et qu'on pourra
vous pourrez appeler sans problème. Donc là, j'enregistre tous mes résultats. Et là, on retrouve le maillage qui m'a permis d'avoir cette notion de shape. Là, je pense qu'elle est repartie, là. Faut qu'elle ferme. Derrière ça, vas-y. Je vais donc au service proto, afin de passer la main au responsable bureau d'études, créer mon issue. On va le voir dans le scénario. L'issue va permettre de déclencher, va tracer la validation du ticket qui est remonté donc, du concessionnaire et va me permettre d'initier comme pièce de départ la change request associée. J'aurais pu faire directement la change request. Là, c'est juste pour vous montrer le service prototype valide. Il y a quelque chose à faire. On peut améliorer le système de frein pour qu'il y ait beaucoup moins de surchauffe. Et je vais passer par une issue qui va me valider tout ce qui a été réalisé au service proto. Donc là, j'en profite pour vous montrer, dans l'environnement user, chaque utilisateur va pouvoir se créer ses propres dashboards métiers. Donc là, c'est l'utilisateur. Il va utiliser tous les outils de recherche pour identifier, rechercher le scooter et se le mettre dans un propre dashboard, dans un propre cockpit. Il va se créer son propre cockpit pour la partie gestion des issues. Il va aller rechercher le disque de frein en question avec les résultats de la simulation et se créer son propre dashboard qui va lui permettre relativement facilement d'avoir toutes les données permettant de générer la demande au travers de l'issue et de rattacher les différentes pièces associées à l'issue. Donc le disque de frein, le scooter, c'est le produit global, la configuration globale, et puis les résultats de la simulation précédente qui vont me permettre de caractériser l'issue. Et dans ce qu'on appelle une widget, alors là, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité pour une personne, là je suis la personne du proto, mais je pourrais être le chef de projet, de visualiser le résultat de l'analyse d'interférence. Donc on a vraiment toutes les données, sans passer par l'outil, qui me permettent d'avoir les bonnes informations. De calcul, on verra tout à l'heure, de product structure, de conf, jusqu'à la partie manuf. Donc je vais glisser mon scooter dans cette gestion d'issue, parce que en fait, le problème, le change, va être initié sur la configuration du scooter, et pas uniquement sur le disque de frein. Donc là, j'ai la version, on l'a vu, 3D de mon scooter. On verra tout à l'heure ce qui nous permet de faire des sections de mesure, etc. Et à partir de là, je vais zoomer sur le système de frein. Donc, ce qui me pose problème, c'est le système de frein avant, avec mon proto, et de pouvoir créer directement dans cette widget l'issue, à partir d'un process bien précis. C'est ce que vous voyez. Le process de l'issue, je vais la caractériser, donc la partie properties. Je vais y rattacher les objets associés. Je vais définir l'équipe qui va gérer l'issue, donc mettre le responsable du bureau d'études qui va lui créer la demande de modification, la change request, et puis envoyer l'issue sous forme de lien au travers de la plateforme 3D Experience. Donc là, je caractérise l'issue en question, due to température, etc. Vous voyez, c'est très graphique. Enfin, je ne sais pas si... Tout va être basé sur ce qu'on a pu faire précédemment, les différents résultats, la maquette du scooter et le disque de frein. Donc je vais rattacher la personne avec qui je travaillais. Donc là, dans mon cas, ça va être Romain, le responsable du bureau d'études de l'engineering. Je vais y rattacher une vue de mon scooter montrant bien, de façon simple pour tout le monde, l'endroit où se situe le problème. Donc, ça aurait pu être une annotation. Enfin, là, c'est dans le cas d'une annotation, ça aurait pu être beaucoup plus un plan, ça aurait pu être ce qu'on veut. Et puis, je vais faire un promote, passer l'issue en mode publication, ce qui fait qu'automatiquement, l'issue passe chez le responsable du bureau d'études.
Donc me voilà de retour en tant que responsable du bureau d'études. Je viens de recevoir finalement l'issue de Gilles. Et donc à ce titre, je vais pouvoir créer un change. Un change, c'est quoi? C'est une demande de modification. Alors au départ, quand on parle de demande de modification, ça implique d'autres éléments, type un ordre de modification ou une action de modification. Alors je vais vous montrer juste... On est toujours chez Hoover, hein, le responsable de Voilà. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle un process de change. Effectivement, ça fait mal à la tête un peu comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Alors il faut savoir que finalement, si on globalise un peu ces étapes, je ne vais pas les détailler une par une, parce que finalement le scénario, on va le jouer ensemble. Mais ces étapes, c'est quoi? C'est ça, c'est une identification avec une issue. L'issue n'est pas forcément liée au change, ou à la demande de modification, mais elle peut l'être. Mais on est aussi capable de partir de cette demande de modification qui va générer un ordre de modification qui lui-même va agir sur des actions de modification. Alors, une demande de modification, finalement, c'est quoi? C'est une demande qu'on va étudier et à l'issue de cette étude, on va décider ou non de faire une modification. Un ordre de modification, ça veut dire qu'on a décidé de faire cette modification et on va décider de l'applicabilité de cette dernière. Alors qu'une action de modification, finalement, c'est répartir entre les différents services qui va faire quoi. Typiquement, on peut avoir différents services qui vont travailler la simulation, l'exigence, l'engineering, travailler directement sur la maquette numérique. Et ces différents services vont se recevoir une action de modification. Alors, juste une petite précision, là on prend le scénario global, mais il faut savoir qu'on peut partir d'un CR, on peut partir d'un ordre de modification et avoir juste l'ordre de modification et les actions de modification, et on peut également partir uniquement de l'action de modification. On sait que souvent, des fois, dans les PME, on veut des processus un peu plus rapides et on part de l'action de modification. Donc, je vais jouer le scénario. Alors, je suis désolé un petit peu, mais je vais rester un tout petit peu là parce qu'il va falloir que je coupe à un moment donné la vidéo. Pourquoi c'est comme ça? Voilà, clac. Donc voilà, j'ai identifié ma problématique de disque de frein. Et donc de ce fait, je vais créer ma demande de modification. Donc je suis passé sur on va dire le centre global de l'application, hein, sur la partie 3D Space, hein, la partie Enovia générale. Il y a une partie dashboard et une partie dans laquelle on retrouve toutes les applications. Et de plus en plus, on peut travailler depuis le dashboard. Là, en l'occurrence, je suis sur la partie centrale et je vais créer ma demande de modification. Qu'est-ce que je vais faire dans cette demande de modification? Dans un premier temps, je vais décrire mon besoin. Donc mon besoin, c'est tout simple, hein, c'est un problème de surchauffe sur le change, sur le disque de frein. Associé à ça, je vais associer un coordinateur de modification. Le coordinateur de modification, c'est celui qui va prendre en charge la modification et qui sera responsable de cette dernière. Et je vais ajouter, j'ai été trop vite, et vous avez pu le voir, il y avait une liste de réviseurs, c'est les personnes qui vont décider de oui ou non faire la modification. Mais là, je ne suis pas sur la bonne vidéo surtout. Pourquoi Ben non. Alors, nous voilà de retour sur la bonne vidéo. Alors voilà, c'est pour ça qu'on avait raté une étape. Donc on a juste rajouté la liste de réviseurs qui vont approuver ou non cette modification. Pour l'instant, j'ai juste cette demande de modification sans rien dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des éléments. Donc je vous ai dit que finalement, on avait ce qu'on appelle un change unifié dans lequel on va pouvoir piloter toutes les activités de la société, aussi bien du manufacturing que de l'engineering ou encore de gestion documentaire ou configuration. Là, en l'occurrence, je vais prendre, si ça avance, voilà, c'est moi qui parle un peu plus vite maintenant que la vidéo. Je vais prendre mon process planning ressources. Je vais y associer déjà la partie, donc j'ai le contexte dans lequel je vais travailler. J'ai mon assemblage de fabrication, je crois que c'est celui que j'avais ajouté en premier. Je vais rajouter mon exigence. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde l'exigence, mais de toute façon, on va voir un petit peu après, on va travailler dessus. Et je vais également ajouter finalement mon produit physique, donc finalement la maquette numérique de mon disque de frein. Alors l'idée, c'est que pour l'instant, je suis dans une nomenclature, je suis dans un scooter qui est complètement validé, qui est en production, et ce qu'il faut, c'est qu'on puisse créer finalement une nouvelle révision
de ce disque pour finalement créer une nouvelle configuration avec la modification nécessaire pour qu'on ait plus ces surchauffes sur ce disque. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai tous les éléments qui sont en pour révision et que également ils sont tous à un état qui est distribué, correspondant à un état validé finalement. À chaque fois que j'ajoute un élément, un change action c'est immédiatement créé. Ce change action va me permettre de répartir finalement les différentes actions de modification au bon service. Alors, maintenant que j'ai créé mon CR, je vais passer de créer à évaluer. Et si j'essaye d'aller un peu plus loin, mon CR, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on va me demander de faire finalement une analyse d'impact. Une analyse d'impact globale. Alors, ce n'est pas une analyse d'impact où finalement qu'on va faire comme les interactions qu'on a pu voir avec Gilles avant sur l'issue, ou encore une analyse d'impact sur, je veux dire, un clash analysis ou chose comme ça. Ce qu'on va faire, c'est une analyse d'impact un peu sur la qualité et l'effort qu'il y aura à produire pour chaque action de modification, et donc pour faire la modification de chaque élément. Donc, vous avez un exemple là sous les yeux de la création d'une analyse d'impact, avec une première faute d'orthographe corrigée normalement. Voilà. Et j'écris pas très vite. Oui, toujours celui-là. Des fois, je crois que ça va plus vite derrière. Voilà, donc je vais faire mon effort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette analyse d'impact, je vais la créer pour chaque action de modification. Et tout ça va remonter en fait sur le CR. Sur le CR, je vais pouvoir voir, j'avais 4 éléments, je vais pouvoir analyser mes 4 éléments et donc juger de l'impact que j'ai et de l'effort qu'il va y avoir à faire pour réaliser cette modification. Donc normalement, voilà, j'ai mes 4 analyses d'impact que l'on peut retrouver sur ma demande de modification. J'espère que vous suivez tous un peu. Je sais que c'est un process un peu long, un peu chiant, mais c'est intéressant quand même. Donc voilà, maintenant, je peux passer en revue. Qu'est-ce qui se passe en revue? En revue, j'ai ma liste de réviseurs que j'avais au préalable associés à mon CR qui vont, eux, valider si oui ou non on ordonne la modification. Pour l'instant, on ne l'a pas ordonné. On a juste fait une étude et on a juste regardé est-ce qu'on va la faire ou non. Et vous avez pu voir qu'il y avait, juste dans l'écran d'avant, le CO n'a pas été créé. On voyait les CA sans le change order, donc l'ordre de modification. Pierrick, j'ai vu, tu fermes les yeux. Donc là, je vais valider finalement ma modification et donc je vais lancer et je vais ordonner cette modification. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je n'ai plus à travailler sur cette demande de modification. Je vais travailler sur mon ordre de modification et je vois qu'il a été créé. Il contient quoi? Mes 4 actions de modification. Je ne peux pas encore travailler sur mes actions de modification. Je vais travailler sur mon ordre de modification et regarder qui va piloter tout ce monde-là. Donc je vais sur ce dernier, il a aussi son cycle de vie. Et quand je clique sur Promote, on me dit « Ah, ce n'est pas possible parce qu'il faut aussi quelqu'un à la fin qui va valider que l'on va appliquer cette modification. » Je le rajoute. Alors évidemment, je me suis mis moi à chaque fois, c'est un peu plus simple. Mais on pourra avoir des choses un peu sioux. Donc voilà. Ensuite, une fois que je l'ai lancé, je vais avoir quoi? Du travail à faire maintenant sur mes actions de modification. Alors, vous allez voir, je vais basculer dessus. Alors, l'action de modification, en plus, c'est assez intéressant parce que maintenant, et ça devrait arriver aussi pour les CRCO, on peut travailler directement dans le dashboard. Donc, j'ai mes différentes actions de modification. Là, voilà. Alors, ce que je vais associer, c'est... Alors, on voit d'abord qu'on a l'élément qui est associé, qui est, pour l'instant, on n'a pas révisé notre élément, donc il n'y a que celui qu'on a associé. Il va falloir décider d'un réviseur. En l'occurrence, on a pris ma personne, mais finalement, c'est un peu le responsable, par exemple, du design, si on est sur le design, qui va valider que la modification, elle est correcte. Et voilà, une fois qu'on a poussé qu'on est passé, désolé, c'était un peu vite que moi, qu'on est passé de l'état préparé en traitement, automatiquement, la révision de l'élément est passée. Vous avez vu, j'ai créé une révision B. Alors, cas où on est raté, parce qu'effectivement, moi, par exemple, j'ai pas été assez vite, voilà, on refait la même opération. Là, on est sur mon PPR. Il n'y a rien pour le moment. Je pousse en traitement et automatiquement, mes modifications ont été réalisées.
Et à partir de ce moment-là, on n'était pas capable de travailler sur nos éléments parce qu'ils étaient évidemment validés. À partir de ce moment-là, on a rechangé de vidéo. On va être capable de travailler sur les éléments. Et donc là, je passe la main au chef de projet qui, lui, va s'occuper d'orchestrer cette modification. Pardon ? Ouais, bah, par exemple, là, je m'auto-approuve. Mais par exemple, comme tu vois, là, j'ai le scénario global de change. Mais j'aurais très bien pu créer juste une action de modification, m'auto-approuver et aller direct au but. Hein. Exactement. L'avantage, c'est que si on a en fait, les actions de modification, en général, on les retrouve que si on a un seul élément à modifier. On commence à avoir un ordre de modification à partir du moment où la modification va toucher à la fois, par exemple, le manufacturing, mais d'autres différents services. Et pour piloter tout ça en même temps. Et pas juste modifier le manufacturing et pas l'engineering ou l'inverse. Ok, donc on va changer de rôle. Je vais passer Project Manager. Donc au-dessus de la gestion de toutes ces données, métiers, au niveau de tous le proto, le bureau d'études, on verra après le manufacturing, etc. On top aussi des process que Romain a développé, que ce soit du change management, que ce soit des process de revue, de validation, des change requests, etc. On va avoir une gestion de projet. Le but étant de piloter l'ensemble, soit de mes programmes, soit de mes différents projets, donc dans le projet, entre autres, du scooter. Donc je suis chef de projet, toujours chez Hoover. Et l'objectif va être de vous montrer, donc je vais avoir un dashboard, hein, toujours pareil, mes cockpits. Ce que je vois ici, c'est un dashboard qui va me permettre d'avoir une page d'accueil dans ma 3D expérience, qui me permet de voir mon métier, éventuellement un feed reader, les informations transcrites Internet sur des sujets bien précis. Et l'objectif va être, pour le chef de projet, d'avoir son dashboard. Dans son dashboard, j'ai quoi? J'ai le produit lié au projet, donc le livrable avec son état d'avancement. Donc ça, c'est intéressant pour le chef de projet. Il n'a pas que la notion de planning, la notion de ressources, mais il a aussi la notion du livrable associé avec la vue du livrable par rapport à son état d'avancement. Et sur la partie de droite, le Gantt associé au projet. C'est ce qui va l'intéresser au premier abord. Dans le Gantt, on va retrouver bien sûr tout ce qui est phase, gate et les différentes tâches, le chemin critique. Donc c'est un Gantt interactif et plusieurs moyens d'accéder au projet, à l'information d'un projet précis, soit au travers de la liste des projets sur lesquels il est affecté. Alors ça peut être projet ou programme, si on parle d'un ensemble de projets que je vais manager. Je vais pouvoir dynamiquement afficher le Gantt du projet qui m'intéresse. Donc c'est le même que tout à l'heure, mais je vais pouvoir sélectionner le projet et un glisser-déposer va me permettre d'avoir directement la vue Gantt. Donc ça, c'est applicable aussi à n'importe quel utilisateur qui a les droits d'afficher, bien sûr, qui est contributeur du projet et qui veut visualiser éventuellement où est-ce qu'il en est de son projet, sur quelle tâche il doit travailler. Donc j'accède au projet de mon scooter, de ma configuration de scooter. La première chose que j'ai, c'est un dashboard dynamique. Donc deux types de dashboard, un dashboard de planning et un dashboard d'entreprise. Entreprise, c'est la notion de risque, d'assessment, tout ce qui est budget, tout ce qui est bénéfice. Et le dashboard précédent planning, c'est tout ce qui est avancée des livrables et des tâches, ainsi que les notions de ressources. Donc c'est une première vue dynamique qui est générée en fonction des données du projet. La deuxième vue va être plus planning, donc le planning global avec les différentes phases, une overview, les phases, les gates. On ne va pas jusqu'à la tâche à ce niveau-là. Et je vais avoir pour chaque phase les livrables associés. Les livrables pouvant être un change, une BOM, un drawing, un document. L'accès, à partir de là, toujours au Gantt, avec des fonctions interactives, de rajout de tâches, d'avoir une vue des différentes ressources de mon projet. Donc une vue très générique à ce niveau-là. Ensuite, j'ai toute la notion de retex projet. Donc le retour d'un serveur, tous les problèmes associés à mon projet, tels qu'identifiés, initiés, chaque donnée, chaque problème, chaque issue a un cycle de vie. La notion de risque, avec la pondération NPR en fonction de la probabilité du risque, de son incidence, etc. L'impact, donc c'est ça qui est remonté dans le dashboard des risques qu'on a vu précédemment. Et puis la notion
d'opportunités si besoin. La notion de budget et de bénéfice. Alors en général, on va plutôt dire que dans la 3D expérience, on est un réceptacle d'informations, le tout étant d'avoir un dashboard global sur cette vue projet. Mais on peut très bien gérer ces notions-là directement dans la 3D expérience. Et ensuite, les données du projet. Donc c'est une structure documentaire dans laquelle on va pouvoir ranger toutes les données du projet venant de tous les différents services, avec bien sûr des notions de droit, etc. Avec les ressources de mon projet, donc là je vais retrouver une notion de ressources, de contributeur projet avec chacun un rôle. Donc le rôle de financier pour avoir les budgets et toutes ces informations, les autres rôles ne seront pas habilités à les voir. Et la notion de planning dans le détail avec toutes les tâches. Et sur ces tâches, je vais retrouver les livrables et puis je vais retrouver aussi le pourcentage d'avancement lié aux livrables des tâches et la gestion de ressources si besoin, de pouvoir affecter donc, tous les contributeurs projets qu'on a vus précédemment, de pouvoir les affecter, soit 100%, soit en fonction bien sûr du travail à accomplir, sur certaines tâches. Et automatiquement, on le verra tout à l'heure, ils auront un dashboard des tâches. La tâche arrivera dans leur dashboard. Ils seront informés des tâches en retard, des tâches en cours. Et ils vont pouvoir pointer sur ces tâches et lier les livrables. Voilà une vue très rapide sur le pilotage, on top de tout ce qu'on a pu voir précédemment, le pilotage des projets. Le point suivant, on avance dans notre processus. Le change est démarré, la demande de modification. Je vais passer sur un autre rôle qui est le designer exchange management. Bon, je ne sais pas si c'est un rôle qui existe systématiquement, mais ça va être le responsable aux études qui va échanger les données avec les sous-traitants. Donc là, c'est un petit aparté. Alors, je ne sais pas pourquoi on est parti là-dessus. C'est un petit aparté dans ce scénario. Je vais travailler, donc, comme je l'ai dit au début, avec un sous-traitant qui est Breaking System. Ce sous-traitant est en CATIA V5, mais il est connecté sur ma 3D expérience. Donc, je vais lui transmettre les données. Donc, mon disque de frein sur le scooter étant en CATIA 3 d'expérience, je vais gérer l'échange et lui transmettre la donnée en CATIA V5. Donc, toujours chez Hoover, avant de passer la main à Breaking System. Donc, je passe sur mon dashboard, je vais rechercher le scooter. Donc, glisser-déposer, vous avez la simplicité, tout ça pour avoir la product structure, donc la BOM de mon scooter. Et sur la partie de droite, la partie visualisation de mon scooter, de mon produit complet. Je vais donc me fixer sur le disque de frein et lancer directement du web. Alors on peut le faire de différentes manières, mais lancer la partie CATIA. Donc là, je lance l'assembling design 3D expérience. L'objectif, ça ne va pas être de faire de la modification, là, mais vraiment d'extraire le disque de frein et de le transmettre à mon sous-traitant en V5, en format V5. Donc voilà, j'ai lancé mon CATIA avec mon disque de frein. Donc là, je suis parti, non pas du proto, mais du disque de frein initial sur les scooters applicables à mon concessionnaire, donc sans les perçages. Je vais l'exporter. Alors là, depuis les dernières versions, on a de plus en plus de versions et de formats possibles. Soit en 3D XML, si je discute d'un CATIA 3 d'expérience vers un autre CATIA 3 d'expérience avec différentes versions, soit en CATIA V5, en choisissant la bonne version. Et bien sûr, en fonction du CATIA as result ou aspect, là, ce qui va m'intéresser, c'est de donner la géométrie globale. Donc as result, je lance mon échange, mon process de transfert d'export. Et je vais passer la main à la personne. Bon, bien sûr, j'ai un rapport que je vais pouvoir rattacher à l'échange, éventuellement, si je veux tracer tout ce qui s'est passé dans le process avec Breaking System. Et maintenant, je passe la main à mon sous-traitant. Donc, le designer, je ne sais plus si on a un rôle. Non. Bon, le sous-traitant, Okay. le designer. Le sous-traitant, Breaking System, pour la partie modification industrielle du système de frein. Donc, on fait toute la partie design dans CATIA V5. Exactement. Donc, je vais prendre la main sur ce rôle-là. Voilà, alors, on est dans le contexte, je suis donc le sous-traitant, j'ai bien reçu toutes les informations. Ma maquette est maintenant en CATIA V5, donc je suis habilité à pouvoir la modifier.
J'ai quoi de base? J'ai une spécification, un document qu'on m'a mis dont je peux disposer. Voilà, j'ouvre ce document. Ce que je peux voir et observer, c'est que évidemment, on a changé de vidéo. Alors, voilà, que ce que l'on souhaite avoir, c'est finalement de créer un disque de frein percé qui va pouvoir dissiper la chaleur. Et donc, de ce fait, je vais lancer mon CATIA V5. Il se lance. Alors, je peux aller me connecter directement à ma plateforme 3D Experience depuis mon CATIA V5 et finalement aller chercher, alors voilà, avec mon mot de passe. Alors, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'on se connecte sur la plateforme, finalement, on a quoi? On a une organisation dans laquelle on est, donc le sous-traitant. On a un espace de la collaboration dans lequel on peut travailler et on a un rôle qui va nous permettre de oui ou non modifier ou valider des différents objets. Voilà, donc là j'ai été chercher mon disque de frein sur mon CATIA V5, donc j'ai mon disque de frein qui est encore plein, et là, miracle, hop, il est percé, j'étais rapide. Une fois que j'ai réalisé finalement ce disque de frein, je vais aussi pouvoir... Alors voilà, je vous montre un petit peu c'est un beau perçage. Voilà, je vais chercher l'ensemble avec l'étrier, donc je me retrouve avec mon disque de frein et mon étrier. Et là, c'est pour vous montrer que depuis CATIA V5, maintenant, on obtient directement via PowerBuy de la product structure et on va pouvoir enregistrer, une fois qu'on aura fini de faire le tour avec, dans la 3D Experience. Voilà, je peux sauvegarder directement dans la plateforme depuis CATIA V5 les différents éléments de mon disque de frein. De mon étrier de frein même, étrier plus disque. Voilà. Alors là, parce que je sais que quelques-uns d'entre vous ont la plateforme aujourd'hui avec un module qui s'appelait Designer Central, dans lequel vous retrouviez un arbre de construction type V5 dans la plateforme. Et là, vous allez voir que même depuis V5, avec cette nouvelle technologie PowerBuy, je me retrouve avec une product structure. On va la revoir un petit peu après. Et donc voilà, je me retrouve avec ma product structure qui compose finalement mon disque de frein et je peux le visualiser directement depuis la plateforme. Donc voilà, j'ai fait ma modification. Et maintenant que j'ai fait la modification et que j'ai observé mon disque de frein, je vais pouvoir passer la main au sous-traitant, enfin plutôt la filiale pour l'usinage. Donc on va passer en revue un certain nombre de contributeurs projets. On va sortir un petit peu de la modification du disque de frein dans ce cadre-là. On va passer chez MAS, qui fait donc la partie machine, usinage, manufacturing. Donc dans ce cadre-là, MAS va recevoir, en plus de cette modification du disque de frein, donc l'usinage bien sûr a changé puisqu'il y a un certain nombre de perçages à rajouter, MAS va avoir, enfin Hoover va en profiter parce qu'il y avait des soucis de qualité en termes d'usinage du disque de frein, va en profiter pour modifier le cahier des charges et rajouter une exigence sur le cahier des charges qui est l'improvement de la qualité de l'usinage du disque de frein. Donc ça va nous permettre de passer en revue un certain nombre de métiers. On va passer sur la partie exigence, sur la partie system engineering, et puis on va en arriver à une partie gestion de conf, puisqu'on va voir toute la machine complète qui va me permettre d'usiner le disque de frein. Donc ce n'est pas directement en lien avec, il y a un lien fort avec le disque de frein, mais il y a en plus une modification du cahier des charges qui a rajouté Hoover par rapport au manufacturing. Donc là j'ai plusieurs rôles. Je ne sais pas si on va les sortir, mais il y a le responsable des exigences, qui peut être chez vous, je ne sais pas, le responsable qualité ou un métier bien spécifique. Ça vous permettra de parler un petit peu de système engineering en même temps. Et on aura aussi la partie, le gestionnaire de configuration, puisqu'on verra que ma machine à usiner a plusieurs configurations en fonction du modèle et de la configuration du scooter. Donc là, voilà, je reviens. Tout à l'heure, j'ai parlé de gestion de projet. Là, on a le dashboard des tâches pour un utilisateur sur lequel on a affecté une tâche projet. Dans cette tâche, c'est ce que je vais retrouver. On me demande d'améliorer le système d'usinage. Et pour ça, accroché à cette tâche, je vais voir la machine complète. Je vais voir le disque de frein avant et après, modification. Et je vais avoir
la partie requirement qu'on verra après. Donc déjà, je vais pouvoir faire une première observation de mon disque de frein et ça va être très rapide, hein. Je vais pouvoir observer d'un côté un disque de frein qui n'est pas percé et d'un autre un perçage. Donc on voit la différence et elle est mise en exergue ici. Et donc je suis en tant que manufacturier, je vais pouvoir évaluer la modification qu'il y a à faire avec ma machine pour pouvoir faire ces différents perçages. Mais également dans la tâche, comme l'a signalé Gilles, on va tenter d'améliorer la qualité de la machine. Et pour améliorer la qualité de la machine, on va finalement travailler sur un capteur, que vous verrez après dans la gestion d'exigence. Pour ça, on va déjà aller observer la machine. Quand on observe la machine, on voit qu'elle est composée de différents éléments qui viennent de plusieurs entreprises différentes. Donc on observe déjà dans un premier temps ces différents assemblages. Et quand on va regarder, avec la recherche full text et le 6W tag, on est capable d'identifier rapidement et avec des couleurs les différents éléments qui composent la machine. Et on s'aperçoit que, par exemple, on a la ventilation qui a été générée avec du 4KV5. On est vraiment sur une maquette hybride, du coup. Qu'on a la partie armature de la machine qui a été faite sur du SolidWorks et qu'on a la partie usinage qui a été faite en full 3D expérience. Donc, je parlais de Powerbuy tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on peut faire directement avec. Et tout ça, c'est de la product structure, en fait. Donc là, on observe ma machine. Là, on a filtré directement sur la partie qui était 3D expérience. Et par la suite, on va aller pouvoir, mais directement depuis la nomenclature, on y arrive, aller cacher ou non les différents éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma broche. C'est ma broche sur laquelle que je veux modifier et sur laquelle je vais pouvoir mettre un capteur. Donc, je vais directement aller identifier cette dernière. Voilà. Je vois ma broche et voilà, j'ai pu cacher les différents éléments sans avoir ouvert le CAD. Oh là, je te laisse la main. Et on passe sur la partie requirement. Hop, je regarde. Ça a reçu donc dans sa tâche les exigences, sait qu'il y a une exigence à modifier au travers de son donneur d'ordre. Il va pouvoir directement, au travers du 3D Play, du Requirement Structure Editor, visualiser la structure complète des exigences de la machine. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les exigences sont validées. On est validé par le donneur d'ordre, sauf un certain nombre qui sont in work, une nouvelle révision de mon cahier des charges dans lequel on va me demander de rajouter toutes les informations liées à mon capteur pour évaluer et pour améliorer la qualité de l'usinage. Donc c'est ce chapitre que je vais devoir modifier. J'ai passé la tâche à InWork directement par un glisser-déposer, relativement simple pour l'utilisateur. Et là, je vais passer sur le système. Je ne suis pas un spécialiste des capteurs, mais dans la 3D expérience, j'ai une notion d'idéation. Donc un peu un Facebook de l'engineering, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, il y a un cycle de vie quand même, c'est un petit peu plus poussé, dans lequel je vais travailler avec des communautés, avec des experts. Au travers de ces communautés, je vais avoir un certain nombre d'idées qui vont être déposées, d'idées qui vont être associées à des spécifications. Donc là, j'ai la communauté, j'ai un exemple de capteur qui a été un nouveau capteur. La personne a eu l'information de ce nouveau capteur. Ce capteur, je vais valider qu'il va pouvoir peut-être être intégré dans ma machine. Donc là, on retrouve la machine. Et puis, comment est-ce qu'on peut améliorer les vibrations sur cette machine? Parce qu'en fait, le problème vient d'une vibration de la broche qui fait que de temps en temps, le perçage du disque est défectueux. Et donc j'ai du matériel à remettre au rebut. Donc là, on a un ensemble d'idées avec les communautés, les différentes personnes de cette communauté ont rajouté l'idée en elle-même, le capteur, et puis on a les spécifications jusqu'à la norme applicable sur ce capteur qui répond à un certain niveau d'exigence. Donc ces idées vont avoir aussi, donc on retrouve le capteur, on retrouve toute sa définition jusqu'au détail près, comment il fonctionne, comment il va pouvoir se brancher sur la machine, comment est-ce que je vais mesurer les vibrations à partir de ce capteur, le but étant de valider via l'expertise de mes collègues que ce capteur va pouvoir être intégré. Alors au niveau des dashboards, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la notion de projet, j'ai la même chose côté ID, côté SWIM, c'est-à-dire que j'ai des dashboards potentiels, dynamiques, qui vont me permettre que je peux créer moi-même, qui vont me permettre d'avoir une vue sur qui a vu mes idées, mes specs, pour quelles raisons, pour quel projet, etc. Donc toutes les dashboards possibles à ce niveau-là. Donc là, c'est juste pour renseigner l'utilisateur ou les personnes des communautés. Donc je vais choisir ce capteur et dans la notion d'idée, j'ai aussi un cycle de vie. Donc l'idée, elle a été initiée, elle pourrait s'en arrêter là. Elle va devenir un concept potentiel sur mes machines, sur mon manufacturing. Et à partir du moment où elle va être au project plan, elle va pouvoir être intégrée dans un requirement. Elle va devenir une exigence que je vais pouvoir intégrer dans mon cahier des charges.
Donc elle passe en mode projet et de pouvoir l'intégrer directement dans mon cahier des charges. Et devenir publique surtout. Elle sort de la communauté et elle devient complètement publique dans la vue multi-projet de ma plateforme. Donc là, l'objectif va être que je suis le responsable du cahier des charges et d'exigences chez MAS. Je vais pouvoir intégrer je crois que j'ai switché encore. Intégrer l'idée à mon cahier des charges avec ses spécifications. Donc là, on est vraiment dans la notion de requirement management, gestion d'exigence. Je vais la rechercher, je l'intègre avec ses spécifications. Donc le schéma de montage, le calcul de vibration, etc. dans mon cahier des charges, sur la machine. Et je vais le proposer, cette notion-là, à Hoover qui va pouvoir valider avant de pouvoir intégrer ce capteur dans ma machine. Ça nous permet de faire un petit topo. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais le but de vous montrer, c'est que le système engineering est complètement intégré aussi, si besoin, dans la plateforme. Là, on travaille sur une machine complexe avec du multidiscipline. On a des notions de mécanique, bien sûr, mais on a des notions de mécatronique, on a des notions de software. Et tout ça va me permettre, le requirement management qu'on a montré précédemment est une des composantes de ce framework RFLP. Et là, je vais pouvoir décomposer ma machine avec des vues. On l'a vu, le cahier des charges, les exigences, mais avoir des liens avec une vue fonctionnelle, avec une vue logique, jusqu'à la product structure, c'est ce qu'on a vu tout au début avec Romain, c'est-à-dire la vue 3D. Donc on a les informations de traçabilité, système traçability, donc des ateliers associés à ça, pour le rôle système ingénieur. Là, ce que je vois, c'est la complétude de tous ces liens. Donc on voit que je suis à 95%. Pourquoi? Parce que mon nouveau cahier des charges et les specs n'ont pas été encore reliés à une vue logique ou à des fonctions. Donc c'est ce que je vais faire. C'est le rôle du responsable des exigences. Donc je peux visualiser, si je suis une autre personne, la spec associée. Touche pas. Et zoomer sur la vue logique, avec la vue fonctionnelle, avec toutes les fonctions qui sont détaillées par le responsable du système. Juste par exemple la fonction de changement d'outil dans ma machine. Donc on va vraiment retrouver la description des systèmes sous-systèmes jusqu'au détail dans cette vue-là, d'où la traçabilité complète. En cas d'une modification, j'ai vraiment tout le lien entre les exigences et les différentes vues de ma machine, aussi bien fonctionnelles que logiques. Donc sur ma machine, associée à la vue, à la cinématique de la machine, je vais avoir sur la partie gauche la vue logique de mon capteur que je vais intégrer à cette machine. Hein, c'est le capteur que vous voyez. Et cette vue logique a été créée dans CATIA 3 d'expérience avec du CATIA System. Donc l'ensemble de ces données, c'est vraiment là où on voit la continuité numérique, l'ensemble de ces données sont liées entre elles, sont tracées et sont visibles en fonction du rôle de l'interlocuteur. Donc je vais gérer mes liens, vue logique, requirement, le but étant d'avoir mes 100% de couverture. Entre mon nouveau capteur et de pouvoir l'intégrer dans la product structure. Voilà la vue complète des liens RFLP. Ah, je suis rebasculé là. Et toujours avec possibilité d'accéder aux spécifications techniques associées à mon requirement. Et maintenant, je vais vouloir simuler, je suis spécialiste, hein, donc je vais vouloir simuler dans ma machine le comportement de ma broche par rapport à ce qui était défini dans le système. Donc là, je vais mettre, je vais passer en mode cinématique et simulation dans Delmia. Donc là, je vais définir mes mouvements en X, Y, Z, la plaque tournante sur laquelle je vais déposer mon disque de frein avant usinage.
Et là, je vais passer dans Delmia, donc dans l'atelier, Delmia Milling Machining, qui me permettent de simuler l'usinage de mon disque de frein. Et par rapport au cahier des charges que m'a demandé de modifier Hoover, qui était d'améliorer les vibrations et le système de broche, je vais passer donc dans la définition. Alors là, on est dans du CATIA System via Dimola. Dans la définition complète de mon capteur, je vais avoir une broche tout d'abord équilibrée et je vais vouloir simuler le comportement en fonction de la vitesse, en fonction de la cinématique, le comportement de ma broche et calculer les déviations de cette broche. Donc là, on est dans le cadre d'une broche qui est équilibrée. Donc on voit les déviations de cette broche en fonction de la vitesse et du temps de l'usinage. Et je vais changer de broche par une autre broche, celle qui était que j'avais initialement sur l'autre disque de frein. Cette autre broche que j'ai aussi définie dans Dimola. Et là, la broche est moins équilibrée et on voit réellement que dans ma simulation, j'ai une déviation beaucoup plus conséquente. Donc avant même l'usinage, je vais pouvoir définir et avoir cette notion de... Ah, tu peux faire une pause. Donc voilà, c'est pour ce petit topo de requirement management et de système. Donc maintenant, c'est l'idée qu'une fois qu'on a créé cette nouvelle broche avec ce capteur, c'est de créer justement une nouvelle configuration de ma machine contenant cette broche avec le capteur. Ça, pourquoi on a des configuration features. Ces configuration features, finalement, on va décomposer la machine en différents grands ensembles. Et pour chacun de ces ensembles, on va mettre des solutions techniques. Alors j'ai volontairement arrêté la vidéo parce que ça va aller un peu vite, mais on va faire des choix. Et ces choix, en fait, on va définir dans la solution des règles de compatibilité. On dira que si ça avait été le cas d'une voiture, très simple, hein, si je suis en Angleterre, ma voiture, le volant il est à gauche, et si c'est en France, c'est à droite. Et donc du coup, il y aura des règles pour dire en fonction du pays où est-ce que ça va. Donc là, l'idée, c'est que finalement, on a créé une nouvelle machine, et dans cette machine, voilà, je vais définir les différentes sur la vidéo. Je vais définir les différentes combinatoires que je veux. L'idée, c'est que j'ai une machine à 150%. Une machine à 150%, c'est une machine qui contient l'ensemble des possibilités techniques. Et à chaque fois, je vais en sélectionner une qui va venir se greffer sur ma machine et je vais pouvoir créer du coup une nouvelle configuration de ma machine comportant la broche contenant le capteur. Donc voilà, je sélectionne les différentes solutions techniques, elles arrivent au fur et à mesure, et à la fin, finalement j'aurais pu aller un peu plus vite, voilà. On va choisir le Smart ou le Basic. Le Basic, c'est celle qu'on avait tout à l'heure, et le Smart, c'est la nouvelle broche avec le capteur. À partir de ce moment-là, je serai capable de sauvegarder ma configuration et de la proposer. Donc voilà, on voit bien notre nouvelle machine avec la broche et le capteur. Ah, clac. Et là maintenant, l'idée, c'est-à-dire qu'on retourne à notre tâche. Et dans notre tâche, on avait une machine sans le capteur. Et on va pouvoir finalement faire de la comparaison entre la machine que l'on avait et la machine, la nouvelle, avec le capteur. Et ça, on va pouvoir faire de la comparaison de nomenclature et voir quels éléments ont été rajoutés ou non. Donc c'est toujours intéressant, voilà. Et alors vous voyez que toute la machine s'est grisée. D'un côté, j'ai la basique, de l'autre côté, j'ai la Smart Spindle. Et je peux voir, hop, on va descendre encore un peu, qu'à droite, toute la partie capteur a été rajoutée. Et si je fais ensuite un focus sur la machine, voilà, on va pouvoir voir que mon capteur sera le seul qui sera coloré, puisque c'est le seul qui est présent que sur une des deux machines. Donc à partir de ce moment-là, j'estime que j'ai fait une première résolution de ma tâche. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est associer à ma tâche qui était en cours ma nouvelle machine. Voilà, drag and drop, c'est fait. Et je peux ensuite passer ma tâche d'un état in work à un état en revue.
Next step, la partie validation. Alors, avant de valider le change, puisque la modification du disque de frein a été réalisée, la machine, le cahier des charges ont été modifiés chez MAS. Ce que je vais vouloir avant de valider le change, c'est de passer par le service de validation du design. Donc 2 outils, bon, un que vous connaissez sûrement, la partie design review, ça va aller très vite, et une autre partie, la partie simulation. Donc sur la partie simulation, c'est soit je pars en courant et je sors de la pièce et je vous laisse, soit j'assume. Bon, en fait, on devait appeler un ami spécialiste de la simulation. Il devait être là avec nous aujourd'hui. Bon, il n'est pas décédé, hein, non, on n'est pas là. Bon, le problème, c'est qu'il n'a pas fait que simuler ce week-end. Il a fait du VTT et hier, il nous a appelé, il était aux urgences, il a 3 côtes cassées. Donc, il n'a pas pu venir. Je ne suis pas du tout maître de ce domaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer la vidéo sur cette partie. L'intérêt, c'était qu'il montrait 2 produits différents, 2 rôles différents liés à la simulation. Un rôle qui est dédié au designer, relativement simple, faire une simulation basique, mais qui donne les bonnes informations, donc sans faire appel aux experts, et un rôle beaucoup plus poussé, DRD, qui est vraiment dédié au métier de la simulation. D'accord ? Donc on va passer ces vidéos, on va les mettre en accéléré, et si vous avez des questions sur le sujet, c'est clair que je ne pourrais pas y répondre, et là on a l'atelier juste au-dessus, qui est lié à la simulation, avec Alexandre. Il sera un plaisir de vous y répondre si vous avez des questions précises dans ce domaine. Donc là, le but est vraiment de valider la modification du frein et puis derrière, de passer sur le change pour valider le change. Donc d'abord, la design review. Je vais pouvoir, moi, en tant que designer, aller rechercher mon disque de frein directement soit sur le change, c'est ce que je fais là, soit au niveau de la recherche. Donc là, j'ai accès à toutes les informations sur mon CA qui contient la pièce, soit directement au niveau de la recherche. Donc, premier niveau de validation, c'est avec le player qui est disponible pour tous. Le socle, la licence basique de la 3D Experience me permet d'avoir ce player et de pouvoir, pour un acheteur, pour un responsable projet, pour toute personne, sans arbre de lin de la CAO, de pouvoir visualiser, de pouvoir cacher, de pouvoir faire des sections, des mesures, des annotations directement sur la pièce, quelle que soit sa CAO. Je peux être sur du CATIA 3D Experience, c'est mon cas, j'aurais pu être sur du CATIA V5, j'aurais pu être sur du SolidWorks ou d'autres CAO, NX, Creo, etc. C'est vraiment la base de n'importe quel project contributeur. Et j'ai un deuxième outil qui est l'outil de Design Review, c'est un rôle avec une application associée, où je vais aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir me créer des fiches de revue avec des coupes, sauvegarder ces coupes, etc. Et de pouvoir beaucoup plus d'informations avec la notion d'annotation et de traçabilité. Donc c'est 2 rôles un petit peu complémentaires. Voilà, de pouvoir faire des coupes, de pouvoir les sauvegarder, de pouvoir prendre des photos pour les envoyer à un sous-traitant ou pour les envoyer en interne, ou pour les publier directement sur ma plateforme et via un dashboard, glisser, déposer de cette revue va me permettre d'accéder aux informations. Voilà, c'est ce que je fais. Je prends un certain nombre de photos des coupes et je vais pouvoir y rajouter des annotations. Donc ça, c'est l'outil de design review tel que proposé dans le rôle par la 3D Experience. Bon, je vais doucement, c'est moi qui l'utilise, je ne suis pas spécialiste, ça se voit un petit peu. Et on va finir, je crois, par un éclaté. Et on le fera aussi sur le scooter complet. Donc que la maquette soit complexe ou simple, j'ai les mêmes fonctionnalités. Ah, tu as switché. Par contre, on n'a plus du tout le timing, donc je ne sais pas du tout si on est à 15h14. Allez, il va falloir qu'on accélère. Je ne sais pas comment. Ça va aller. Bon, on va peut-être passer sur l'aspect simulation. Ah oui. Ça va, personne dort, on n'est pas trop soporifique. Non, ça va. Je vois pas en haut, mais... Et l'éclaté, pour finir, de mon système global de frein.
Alors soit manuel, soit éclaté automatique. Encore une fois, la collaboration autour du design et une personne des achats va être intéressée d'avoir ce genre de choses pour en extraire une vue et envoyer par exemple un sous-traitant pour une demande de devis ou d'autres sujets. Voilà pour la partie design review. Sur la partie simulation, je vais prendre mon texte. Je vais jouer avec Guilux. Enfin, ça, c'est pour les anciens, la Guilux. Avec mes notes. Donc, c'est la vidéo de Martin. La première partie, donc je reçois ma tâche au travers de validation où on me demande 2 sujets. Une analyse simple. Donc, c'est une simulation thermomécanique, analyse thermique linéaire. Je reçois ça au travers d'une tâche et une analyse détaillée. Donc l'analyse thermique rapide va se faire dans l'outil Structural Designer, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu l'équivalent du GPS en V5. Donc c'est dédié, c'est plus un outil dédié à un designer, qui n'est pas obligatoirement spécialiste. Et la deuxième analyse sera une analyse thermomécanique, beaucoup plus poussée, avec le rôle Structural Professional Engineer. Donc là, je vais analyser mon disque de frein. Je vais définir, donc là je peux voir le contexte, relativement de façon simple, dans CATIA. Me focaliser sur l'ensemble du disque, du système de freinage. Le principe va être de faire un premier niveau de maillage, relativement simple, et d'appliquer un certain nombre de paramètres, mais très peu dans ce premier rôle. Donc là, on a vu qu'il y avait un matériau, c'est de l'inox, oui, c'est de l'inox, je crois, X20 CR13, ça doit être de l'inox, sur le disque de frein, dans lequel je peux modifier les propriétés, ou sinon il y a un certain nombre de propriétés qui sont définies. Et je vais aller chercher, donc, en fonction de mon rôle, l'application linéaire structurale validation pour créer le maillage. La seule chose que je lance une analyse thermique. Donc j'ai un guide, un fil rouge pour lancer cette analyse. Je vais affiner ou pas mon maillage, sinon par défaut il me propose des valeurs qui sont en fonction de la taille de la pièce. Ça a switché. Donc le maillage va être très rapide, toujours avec mon fil rouge. Je vais définir les phénomènes de transfert thermique. Donc c'est juste par où s'évacue la chaleur. Excusez-moi si je suis un petit peu générique. Là, j'essaye de suivre ce qu'a pu mettre en place Martin. Voilà, donc c'est l'évacuation des chaleurs. Et je vais appliquer des coefficients que m'a donné, soit que m'a donné mon spécialiste, soit que moi je peux connaître. Donc là, ils ont estimé le flux de chaleur à 60 000 watts par mètre carré et la convection forcée à 75 watts. Et je vais lancer mon analyse. Alors l'analyse, là la vidéo elle est rapide, l'analyse se fait en 45 secondes dans la vraie vie sur ce disque de frein. Donc ça c'est le premier niveau d'analyse qui me permet de voir dans les conditions de freinage comment le disque de frein va réagir à la chaleur. La deuxième, là on est passé dans l'autre atelier, donc sur un modèle création, où là je vais faire une analyse beaucoup plus poussée. On va voir que je vais définir toute une matrice qui va me permettre de définir cette analyse. Une matrice de paramètres, alors ça va être les step time, c'est-à-dire que comment réagit le frein au bout de 5 secondes à une température de 60 degrés, parce qu'on va se dire, je suis en train de me balader à Stuttgart, je monte, je descends, je monte, je descends. La température du frein n'est pas 20 degrés, mais elle va atteindre déjà 60 degrés au moment d'un certain freinage. Comment réagit le frein au bout de 5 secondes, etc. Je vais donner aussi le flux de chaleur, comme tout à l'heure, mais je vais donner aussi les points de fixation. Et en plus de l'analyse, je vais avoir un petit peu la déformation liée à ce disque de frein. Donc là, on en revient à ce qu'on avait montré au début, mais beaucoup plus détaillé. Et via ces outils de simulation, ça va me permettre donc de valider ou non les modifications sur les différentes configurations de mon disque de freinage.
Et toujours, hein, ce qui est important, toujours, c'est que les données issues de tous ces calculs vont être sauvegardées, vont être intégrées à la plateforme. Je peux les rechercher, je peux les visualiser, je peux avoir toutes les informations liées à cette simulation. Donc là, on définit la température initiale, les coefficients. Donc si ça vous intéresse, vous venez me demander, on peut vous fournir les vidéos avec une explication claire d'un expert ou lors d'un Skype, hein, de pouvoir vous les commenter. C'est deux rôles bien précis, différents dans la simulation. Donc une analyse thermique et mécanique. Donc là, je définis l'analyse thermique et ensuite la même chose pour la partie mécanique où je vais définir les fixations de mon frein. Voilà, c'est à ce niveau-là, les fixations à la jante. Et toujours mon fil rouge, hein, sur la partie de droite qui me permet facilement de suivre et de lancer mon... Ah, j'ai switché. Mon maillage, ma simulation. Donc on a les résultats de partie mécanique, partie thermique et la déformation qu'on va pouvoir augmenter en termes d'échelle pour voir un petit peu la déformation et valider comme tout à l'heure éventuellement si dans le système de frein global j'ai des points de friction qui vont générer des problèmes pour les futures configurations du frein. Et là, donc, pour Internal Team, je crée le dashboard que je vais pouvoir partager aux autres, moi-même. Donc là, je suis à l'équipe simulation, je vais créer le dashboard et partager ces résultats à mon chef de projet. Soit je lui envoie le dashboard, soit je lui demande de pouvoir le lire. Donc tout ça de façon simple pour tous. Et au final, je vais terminer ma tâche. Voilà pour la partie validation et on va en venir... Il nous reste 4 étapes. Validation de la modification du change management. Et voilà, me voilà de retour avec mon change management. On n'avait pas fini tout à l'heure. Et oui. Donc maintenant, on a fait nos différentes modifications. On avait fait une nouvelle révision de nos pièces. Attendez, je vais lancer. Voilà. La vidéo, voilà. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant valider tout ce monde-là pour qu'on applique finalement la modification à mon nouveau scooter ou à ma nouvelle configuration de scooter. Donc déjà, dans un premier temps, directement depuis le dashboard, il va falloir que je fasse quoi? Que je valide les différents éléments qui étaient contenus dans mes actions de modification. Alors, le PPR, l'exigence, et ainsi que, par exemple, on avait le produit physique. Donc, vous allez voir l'opération 3 fois, donc je pense que vous bien la comprendre. Peut-être que je peux même, vu qu'on a le timing, accélérer un peu la vidéo, vu que je fais 3 fois la même opération. C'est sûr. Donc voilà, à chaque fois, par un système de drag and drop, depuis le dashboard, on peut faire un certain nombre de choses. Effectivement, vous avez pu voir que le CR, la demande de modification et l'ordre de modification, je l'ai traité dans la partie, on va dire, application de la plateforme, alors que tout le reste, je le gère depuis le dashboard, mais il faut savoir que bientôt, on sera capable de tout faire en plus depuis le dashboard. Alors, voilà, est-ce que j'ai su la troisième ou la deuxième? Il faut que je regarde là, d'ailleurs. Voilà, c'est le dernier. Donc, je vais toujours, sous le contrôle de mon change action, pouvoir valider mon élément. Valider mon élément, c'est juste le passer à une état figé. Et comme on est sous condition de change action, c'est évidemment mon action de modification qui va pouvoir valider ma pièce. Je n'ai plus la capacité à valider ma pièce. Mais pour faire cela, voilà, je me retrouve sur mon action de modification. Et dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que je vais passer en approbation. En approbation, il se passe quoi? Il se passe une petite signature de mon responsable de service qui valide ma modification. Donc si je suis sur l'exigence, je valide mon exigence. Si je suis sur le produit physique, mon produit physique. Donc je valide ma modification, voilà, je suis en train de donner mon go. C'est pas pour autant que ça valide ma pièce, ça valide juste moi, mon action de modification. Et je dis, j'informe finalement le coordinateur de la modification que ma partie, moi, elle est prête. Et une fois qu'on sera sur la bonne vidéo, voilà, donc je fais cette approbation finalement.
une fois qu'elle est faite, on a quoi? On a une pièce qui est à un état approuvé, on a une action de modification qui est également approuvée, on a une demande de modification qui est en cours de traitement, et il ne nous reste plus qu'à traiter notre ordre de modification. Donc, on va aller sur ce dernier. Alors, je refais une passe, hein. Là, en plus, je remonte la révision A, et les B ont été créés et sont en approbation. Voilà, je vois bien que je suis à un état approuvé du cycle de vie de mon action de modification. Maintenant, il ne me reste plus qu'à modifier mon ordre de modification. J'ai mis un peu de temps pour vous montrer les différentes étapes. Et qu'est-ce qui se passe? Là, je retrouve la liste des approbateurs. Et ces approbateurs, c'est eux qui vont décider si finalement tout a été bien réalisé, aussi bien au niveau de l'exigence que du manufacturing que de l'engineering, et qui vont dire « OK, on est capable d'approuver ». Donc finalement, c'est un workflow, hein. Ça peut être une liste de personnes avec des « et » ou des « ou », etc. Et quand toute cette route sera arrivée à son terme, automatiquement, vous allez voir que là, c'est magique. Ça met du temps, mais c'est magique. Quand je passe à l'état terminé, je vais me retrouver avec quoi? Je me retrouve avec déjà mon ordre de modification qui est terminé, mais également mes actions de modification qui sont terminées, et mes pièces qui sont passées à un état validé. Il me restait plus que quoi? La demande de modification, elle est aussi passée à l'état validé. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure. Hop, normalement, je vais assez rapidement sur ces étapes-là. Voilà, je vous montre que pour l'action de modification, elle est passée terminée également. Donc vous voyez, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, il y a beaucoup on va dire, de circuits imbriqués les uns aux autres, de circuits de validation, on va dire, de cycle de vie. Mais finalement, il y a quand même un pilotage des uns par rapport aux autres à chaque étape. Donc et là, alors voilà, je vais sur ma demande de modification, et à tout moment, j'aurais pu le faire sur n'importe quel objet, que ce soit mon action de modification, que ce soit mon ordre de modification ou ma demande de modification. Je peux regarder les différentes actions que j'avais, finalement un compte rendu en HTML où je vois les pièces qui étaient impliquées, les transactions impliquées, etc. Pardon, alors je vais passer la parole au chef de projet. Alors, je fais partie du steering committee, je suis informé de la validation des changes. Et donc, dans mon projet, comme expliqué tout à l'heure, je vais pouvoir lier directement. Alors, ça aurait pu être le coordinateur, hein, ça dépend des droits qu'on va vous donner. Là, je me mets dans la peau du chef de projet. Je vais pouvoir aller sur la tâche du change management ou sur la gate, c'est le cas, et lier directement en tant que livrable pour valider le passage de cette phase de change management, lier directement mon change order ou ma change request, l'ensemble du change, en tant que livrable de cette phase. Donc je vais chercher la change request avec tous les objets attachés, bien sûr, hein, la traçabilité complète sur le change, et le lier en tant que livrable de ma gate pour tracer la validation de cette phase de modification. Et donc là, n'importe quel utilisateur qui va sur la, sur la gate va avoir accès relativement facilement à la gate change review en tant que livrable à mon change et pouvoir le déployer, voir les éléments impactés, avoir toutes les informations liées à la demande et à l'ordre de modification. Voilà le lien avec OnTop, le pilotage du projet. Et valider donc. Alors ça, la validation doit se faire soit au travers d'un workflow, hein, du steering committee, je ne suis peut-être pas tout seul à valider, soit ça peut être le chef de projet, en fonction de la taille et de l'importance du projet, qui valide lui-même cette phase. Voilà, et là, ma change review, la gate est passée à 100% et est validée. Et on va passer à la phase d'industrialisation, la phase suivante. Il nous reste une demi-heure, ça va être pile poil. Ça va aller. Tu peux passer. OK. Donc le manufacturing, notre change est accepté, le disque de frein a été modifié, ça a été validé par la simulation. Maintenant, on va passer sur la partie production. Avec Schemas, donc ma filiale manufacturing, et toujours dans la 3D expérience. Donc là, ça va être rapide. Mas, la personne, le manufactureur de la production va pouvoir visualiser le scooter complet, avoir une vue éclatée, avoir l'IBOM, donc la partie de nomenclature, dans la product structure. Et à partir de cet IBOM, donc là je suis dans la product structure, va pouvoir générer
la définition de la MBOM. Donc c'est tout bêtement associer des vues 3D à des manufacturing items. Donc là, on est sur une vue manufacturing BOM qui peut être différente, qui peut être filtrée aussi par configuration. Donc dans la product structure, ce que vous avez vu dans Delmia, on avait la vue IBOM, on voit la vue MBOM. On va avoir la vue process planning pour simuler la production du scooter, de la nouvelle configuration du scooter. Donc on va avoir les différents postes de travail, de pouvoir les détailler avec les étapes. C'est un petit peu la gamme de... C'est ce qu'on retrouve ici. Les étapes, des analyses en fonction du nombre de scooters à produire, des nouvelles exigences. Là, on va me demander de produire 10 000, je crois que 10 000 scooters à l'année. Donc je vais avoir un certain nombre de requirements qui vont me permettre de calculer, c'est ça, 10 000 scooters par an, de calculer le taux d'occupation de la machine. Là, on est vraiment sur l'aspect ressources. Et puis d'arriver au plan de layout où là, je vais simuler l'atelier avec les différents postes de travail, avec les... Donc là, j'ai des informations sur les temps de cycle, les capacités de la machine, etc. Alors c'est pareil, il y a un atelier manufacturing. Donc vous avez des experts qui pourront vous enseigner dans le détail par rapport à chaque étape que je vous montre. D'avoir une vue du flux 3D en fonction des différents postes de travail et de mon process. Donc comment on va se monter le scooter avec le nouveau disque de frein, les différentes étapes associées. Et puis ici, le plan layout, donc pouvoir visualiser dans Delmi Assembly toutes les manipulations, soit robotiques, soit manuelles, à partir du début jusqu'à la fin du montage de mon scooter. Donc on a l'usine complète, pop, hop, jusqu'à la fabrication des scooters avant le test et la validation. On va avoir une partie robotique, donc là on est plus sur une image, et ensuite on va voir la partie simulation. Donc là, la simulation de l'approvisionnement des socles qui vont permettre d'usiner les freins, donc de l'outillage. Et puis la partie ergonomie de travail, donc la personne qui se trouve sur le poste de travail, et de pouvoir avoir les points de stress par rapport et les points de fatigue, et de les analyser. La même chose pour le disque du frein, qui est en amont de la fabrication du scooter. On va voir l'ancien disque de frein et comment est-ce que je vais monter mon nouveau disque de frein. C'est celui que vous voyez ici. Donc les postes de travail avec l'ensemble du... Le tout, au final, est de pouvoir aussi générer les instructions de travail. Donc tout ce qu'on va retrouver sur les postes de travail. Alors aujourd'hui, souvent, c'est fait avec du Word, des images. Là, l'intérêt est de pouvoir, toujours dans la continuité digitale, de pouvoir le gérer directement rattaché à la MBOM et à mon plan layout et à toutes les données. Donc là, c'est comment est-ce que je vais monter mon nouveau disque de frein. Donc ça, c'est l'utilisateur qui va générer automatiquement. Il va pouvoir générer un document offline qu'on va retrouver sur les postes de travail éventuellement, ou alors par accès direct sur la 3D Experience, par la personne qui va être aux opérations. Donc on va, au plus de cette fiche de montage, on va avoir une vue du montage de mon disque de frein, du système de freinage complète, qui va pouvoir être exporté, visualisé sur les sites de montage ou envoyé à mes concessionnaires. Et de la même façon, je vais simuler le montage du nouveau système de frein dans l'atelier. Une petite vue sur un robot KUKA, alors une librairie de robots existants qui vont permettre de simuler les points d'accroche, etc. sur la jante, réalisés au travers d'un robot sur mon disque de frein, avant le montage de la roue sur le scooter. Une autre vue de la BOM, toujours associée aux items manufacturing, la BOM SAV, où là je vais avoir besoin d'avoir la notion de part list, pour avoir la notion de pièces de rechange. Et ce qui va m'intéresser au-delà de ça, c'est de fournir aux concessionnaires, pour ne pas qu'ils aient à rapatrier éventuellement tous les scooters sur mon site, de faire la fiche de démontage du frein précédent et de remontage du frein existant, de la nouvelle configuration du frein. Ça, c'est plus lié à la partie des SAV, où je vais simuler. Donc là, on voit bien le scooter avec l'ancien disque de frein, et puis les différents postes de travail jusqu'au nouveau disque de frein. Donc là, c'est plutôt pour de l'interne, et je pourrais aussi le fournir aux concessionnaires.
Donc là, c'est cette vue. Donc c'est la même, sa fiche de montage et de démontage. Donc je pars du scooter avec l'ancien disque de frein, je démonte avec toutes les informations relatives pour l'opérateur. Hop, hop, hop. Et je vais exporter cette fiche complète pour lui expliquer, pour lui donner les bonnes instructions. Donc démontage, on enlève les 2 vis, on enlève la roue, on enlève les 4 vis, on enlève le disque de frein et on appose le nouveau. Et tout ça est tracé sur mon indice B du disque de frein. Normalement, c'est terminé, oui. Enfin, les 2 dernières étapes, retour au SAV. Donc je vais valider la mise à jour de mes configurations avant de les publier au concessionnaire. Donc je vais être à nouveau dans le RP, puisque la 3D Experience a fourni toutes les données. Et je retourne au SAV Hoover qui va être au courant de la fin de la modification. Donc je vais avoir une vue dans le RP de ma configuration de mon scooter, la nouvelle configuration, avec la nomenclature. Sur la partie avant de mon scooter, je vais pouvoir avoir une vue du système de frein, avec toutes les informations mises à jour. La configuration courante, donc c'était l'ancien, et celle qui va être applicable sur les nouvelles configurations. Donc le nouveau numéro de série. Et toujours en termes de documentation, d'avoir accès à l'explication et aux instructions liées à la demande de modification que j'avais fait en tout début. Donc il y a eu une modification et je vais retrouver ici, fournie par la 3D Experience, la gamme de fabrication, la gamme de modification, de montage, de remontage de mon nouveau frein, avec les temps associés. Donc démontage de la roue, enfin tel qu'on l'a vu tout à l'heure dans la fiche d'instruction, avec les temps associés. Et ça, je vais fournir ça soit en interne, pour tous les nouveaux scooters, ou pour les changements sur les scooters en cours de production, soit envoyer ça à mon concessionnaire, s'il y a une partie montage-démontage, qu'il pourra utiliser. Et la fin, donc, c'est la publication de ces informations aux fournisseurs, enfin aux revendeurs ou aux loueurs de scooters, qui a accès au portail RP et qui va pouvoir avoir toutes les bonnes informations mises à jour. Donc là, je suis sur le loueur de Stuttgart, ou le revendeur, c'est plutôt un revendeur. Et je vais avoir accès à la nouvelle configuration, au nouveau numéro de série, venant de Hoover AG, donc de ma société spécialisée dans la production des scooters, avec les instructions pour remplacer le système complet, si bien sûr j'en ai la capacité, pour éviter de les ramener chez Hoover, chez MAF Manufacturing. Hop. Donc là, toujours la gamme et surtout ce qui est associé et qui vient de la 3D Experience, le montage, le démontage, remontage expliqué du système de frein. Je pars de l'ancien, s'il y en a 30% qui a été immobilisé, je vais pouvoir recevoir les nouvelles pièces et pouvoir, au travers avec l'explication sous quel outil, etc., et comment démonter mon système de freinage, remonter le bon disque de frein et remettre sur le scooter pour le louer ou pour le revendre. Voilà qui termine notre scénario complet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne une bonne idée. Je pense qu'on en a rarement fait ça de l'ERP en balayant un certain nombre de rôles. Je ne sais pas combien il y en a une bonne dizaine. Et qui vous donne une bonne vue de ce qu'on a pu initier ce matin sur ce que c'est que la continuité digitale, ce que c'est que démarrer
petit avec cette notion d'engineering, mais de pouvoir associer un certain nombre de métiers et de briques pour couvrir le process global d'une entreprise tel qu'on pourrait l'avoir là avec Hoover, travaillant avec des sous-traitants. Il nous reste 20 minutes, alors soit on fait une pause, soit si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Sauf si ça touche la simulation et le manufacturing poussé. Hein, mais pour le système engineering aussi, il y a les spécialistes juste au-dessus, on leur posera les questions. J'espère Il y qu'on a pas trop Pierrick qui est là pour endormi. vous répondre, sinon il connaît tout. il saura se lever et vous répondre. N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si... Oh, c'est pour Romain alors. Vas-y, vas-y. Alors c'est vrai qu'on n'a pas détaillé cette partie-là. Je crois que j'en ai parlé juste au début, où on crée une demande de modification, et puis on allait envoyer un email. Il y a deux façons de faire aujourd'hui, hein, clairement. Il y a soit ce qu'on a montré là, où c'est très manuel, c'est-à-dire qu'on envoyait un mail, et puis on initiait, et il n'y avait pas d'interaction informatique entre les deux systèmes. Mais aujourd'hui, on a... Alors oui, ça me permet de rajouter que tout ce qu'on vous a montré, c'est complètement compliant, que ça soit cloud ou on-premise. On est complètement out of the box. Donc c'est du standard. Et aujourd'hui, que ce soit cloud ou on-premise, on est capable d'interagir, soit au travers si on parle d'export de nomenclature ou des choses comme ça, de fichiers, soit au travers d'échanges de fichiers neutres entre les deux systèmes, CRM, ERP, PLM, soit au travers de process. Donc typiquement, on aurait pu lancer la demande de modification de l'ERB et automatiquement, cette demande de modification lance une change request devient de la change request dans la 3 d'expérience. De pouvoir interagir entre les systèmes via un hub qui est complètement compatible avec la version. On a la possibilité d'avoir des connecteurs. On a des connecteurs directs entre des ERP et la 3D expérience. Donc par exemple, je vois ta question aussi Martin, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que chez Zenith, on travaille aussi pour une autre boîte qui fait un ERP et on a un connecteur direct entre cette boîte et la 3D expérience. Donc ce n'est plus une problématique. Ce n'est plus une problématique d'échange entre le PLM. C'est pas un monde fermé. On est complètement ouvert vers d'autres outils, que ce soit un MES, un ERP, un CRM, etc. Je dois dire que là, pour l'instant, alors, ouais, là, on était vraiment sur la brique Smart PLM, donc on a vraiment pris. L'avantage, c'est que Pierrick, il a suffisamment de voix, normalement, ça marche pas mal. Pour l'ensemble des personnes, je demandais de façon à préciser le positionnement des briques fonctionnelles qui ont été présentées cet après-midi par rapport à l'offre Ready to Grow qui a été présentée ce matin. Alors, normalement, dans l'offre Ready to Grow, on a essentiellement la gestion du CAD, donc XCAD. Et une partie un peu gestion de projet. Donc comment on la positionne, on était beaucoup plus loin parce qu'effectivement on a été dans toute la partie engineering, configuration, exigence et on a même été dans la partie Delmia. Donc comment on la positionne, c'était finalement une partie mais qui est difficile à vraiment cerner quand on regarde la démonstration globale parce qu'il y avait des bouts un peu partout. En fait, c'est le socle. Hein. Le Ready to Grow, comme je l'ai dit ce matin, c'est vraiment le socle de l'application. Donc toute la partie design, Katia V5 ou NX ou SolidWorks est dans cette offre. La partie issue management, elle est aussi dans cette offre. Donc la création de l'initiation de la change est aussi intégrée dans l'offre. Et la partie gestion documentaire globale, alors on n'en a pas vu énormément à ce niveau-là, si ce n'est les fiches d'instruction qui pourraient des documents, mais on ne l'a pas montré précisément. Mais toute la partie gestion de documents qui peut être associée comme spécification à la modification in issue ou un 3D est aussi intégrée dans l'offre Ready to Grow. Et ainsi que les process. Alors on les a peu vus parce qu'on a vu essentiellement un process de change, tout ce qui est process de revue et d'approbation sur un plan, par exemple, sur un 3D, un workflow associé pour la revue et l'approbation, et sont aussi dans l'offre Ready to Grow.
Une question en fait concernant la politique du change management, ce qu'on a vu. On a vu qu'un change request engendre un change order, que lui engendre un change action. Après, tout le cycle de vie, il est géré par le change action. Jusqu'à la fin, et c'est conditionne la fermeture du change order, que lui conditionne la fermeture du change request. Dans ce cas-là, c'est quoi l'intérêt d'avoir un cycle de vie sur les change requests et sur les change orders? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'imbrications. Au départ, on part de la demande de modification, donc le change request. Les change actions, comme on a pu voir, ont été créés automatiquement et c'est vraiment au niveau de l'action qu'on était dessus. Mais finalement, on a eu des étapes différentes. L'intérêt vraiment du change request, c'est de pouvoir faire une analyse de la modification ou non à faire. Parce que tant qu'on n'a pas ordonné la modification, et on a pu voir qu'on a ordonné la modification qu'à la dernière étape qu'on avait sur le change request. Donc on a été capable de faire une étude au préalable et de se dire oui, on veut faire cette modification ou non. L'intérêt, il est vraiment là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent directement avec le change order parce qu'ils sont sûrs de faire la modification. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et on voit que parfois il est utilisé parce que c'est vraiment des fois, là on était dans un projet où effectivement le disque de frein, c'était facile de deviner qu'il va percer pour dissiper la chaleur. Mais des fois, on a des projets qui sont beaucoup plus R&D, on va dire. Et avec ces possibilités R&D, il y a vraiment une vraie étude de dire oui ou non on va faire. Donc, c'est utilisé comme une étude de faisabilité technique avant de lancer le... Exactement. Okay. D'autres questions? Axel, une question. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup à tous.